Il pensait savoir qui j'étais. À la fin de cette histoire, vous auriez compris à quel point il se trompait. J'ai 70 ans, jusqu'à il y a 18 mois, je croyais comprendre l'architecture de ma vie. 45 ans de mariage avaient bâti ce que je croyais être une fondation inébranlable. Mon mari Michel, mon fils Alexandre, ma belle-fille Céline et mon précieux petit-fils Théo. Nous formions une constellation, chacun de nous gravitant autour du cœur chaleureux de notre maison familiale lyonnaise. J'étais la grand-mère qui préparait des madeleines tous les dimanches, l'épouse qui repassait les chemises de Michel avec une précision militaire, la mère qui ne se demandait jamais pourquoi Alexandre semblait si nerveux dès que j'entrais dans une pièce. Mais commençons 3 mois plus tôt, un mardi matin qui avait commencé comme tous les autres, mais qui s'était terminé par la démolition totale de tout ce que je croyais savoir sur les personnes que j'aimais le plus. Le café fumait encore dans ma tasse de Limoges préférée lorsque j'ai entendu le bruit, un léger bruit survenant de l'étage, suivi d'un rire étouffé. Pas le genre de rire qu'on partage en famille à dîner, mais quelque chose d'intime, de conspirateur. Quelque chose qui me hérissait la peau d'une conscience que je ne pouvais pas encore nommer. J'aurais dû m'en douter à ce moment-là. Les signes s'accumulaient comme de la poussière dans les coins que j'avais cessé d'examiner. L'intérêt soudain de Michel pour l'eau de Cologne à 72 ans. La façon dont le regard de Céline se détournait quand je complimentais ses nouvelles robes, des robes qui semblaient conçues pour des occasions qu'elle ne mentionnait jamais. L'habitude d'Alexandre de détourner les conversations dès que je l'interrogeais sur leur projet de week-end. Ce matin-là, j'avais monté l'escalier avec l'intention d'apporter à Michel ses médicaments contre l'hypertension. La porte de la chambre était entr'ouverte, et à travers cet étroit interstice, j'ai vu quelque chose qui réécrivait toute ma vie d'adulte en un seul et même cliché bouleversant. Mon mari, avec qui j'étais mariée depuis 45 ans, embrassait ma belle-fille avec une passion que je ne lui avais pas vue depuis des décennies. Le temps s'est fracturé. Le flacon de médicaments m'a glissé des doigts, les pilules se dispersant sur le parquet comme de petits mensonges blancs enfin révélés. Le bruit les sépara, et dans cet instant de découverte, je vis 3 personnes que j'aimais se transformer en étrangers. Le visage de Michel devint blême, mais pas de honte avec le calcul de quelqu'un pris dans une affaire qui tourne mal. Céline, 35 ans, d'une beauté qui rend les femmes plus âgées invisibles, me regarda avec une pointe de pitié. Et d'en bas, j'entendis la voix d'Alexandre m'appeler, me demandant si tout allait bien. Il savait. Mon fils savait, et dans cette prise de conscience, le deuxième tremblement de terre frappa avant même que j'aie pu assimiler le premier. « Maman » commença Michel, mais je levai une main qui nous surprit tous les deux par sa fermeté. « Combien de temps » Ma voix était mesurée, maîtrisée, la voix d'une femme qui avait passé 70 ans à apprendre à contenir les tsunamis dans des verres d'eau. « 2 ans » murmura Céline, et je vis ses lèvres former les mots qui signifiaient que mon mariage avait été une mise en scène plus longtemps que mon petit-fils ne marchait. 2 ans. 730 jours de bisous matinaux au goût de trahison. 2 matins de Noël où j'avais servi le petit déjeuner à une table pleine de conspirateurs. 24 mois à faire l'amour avec un homme qui me comparait à quelqu'un d'assez jeune pour être notre fille. Alexandre apparut alors sur le seuil, et je vis sur son visage la réponse à toutes les questions que je n'avais pas osé poser. Son énergie nerveuse, sa façon de boire davantage lors des dîners de famille, la multiplication soudaine des voyages d'affaires qui l'éloignaient de chez lui. Il ne se contentait pas de savoir, il facilitait les choses. « Tu savais, » dis-je, et ce n'était pas une question. Il ouvrit la bouche, la referma, puis découvrit que sa lâcheté se masquait de pragmatisme. « L'entreprise de papa nous fait vivre tous, maman. Je dois penser à Théo. Je ne pouvais pas. » « Tu ne pouvais pas quoi ? Me dire que mon mari couchait avec ta femme sous le toit que j'avais entretenu pendant des décennies ?» Le silence qui suivit fut si total que j'entendis le tic-tac de l'horloge de parquet dans le hall, marquant les secondes d'une vie devenue méconnaissable. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde, moi y compris. Je ne criais pas. Je ne m'effondrais pas. Je ne pleurais même pas, pas encore. Au lieu de cela, je redressai le dos et parlai avec une clarté qui venait d'un puits profond dont j'ignorais l'existence. « Tu as 1 heure pour faire tes bagages et quitter ma maison. »« Maman, tu ne comprends pas. » Commença Alexandre. « Vous tous, » continuai-je en regardant Michel droit dans les yeux. « C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Vous avez 1 heure. » Michel retrouva alors sa voix,
celle qu'il avait utilisée en 45 ans de petites négociations et de grandes suppositions. Élise, sois raisonnable. On peut arranger ça. On est tous adultes ici. Adultes. Comme si l'adultère n'était qu'une autre forme de maturité, une compétence de vie à gérer avec un agenda bien rempli et des SMS discrets. Raisonnable, répétais-je avec un goût amer. J'ai été raisonnable pendant cette décennie. J'ai été raisonnable pendant ta crise de la quarantaine, pendant les erreurs coûteuses d'Alexandre, pendant chaque petit compromis qui a érodé des pans de moi. Aujourd'hui, je choisis autre chose. Je me dirigeai vers ma chambre, notre chambre, et commençai à sortir les vêtements de Michel de l'armoire avec la même précision méthodique que j'avais mise à organiser notre vie ensemble. Chaque chemise pliée et rangée dans sa valise était un petit acte de révolution, une déclaration discrète que la femme qui avait repassé ses vêtements n'existait plus. Céline essaya de m'approcher pendant que je travaillais. « Élise, je sais que tu es en colère. » « En colère ?» Je levai les yeux d'un tiroir rempli de chaussettes de Michel, des chaussettes que j'avais assorties et rangées chaque semaine pendant des décennies. « Ma chère, je ne suis pas en colère. La colère, c'est ce qu'on ressent quand on nous coupe la route ou qu'on nous sert une soupe froide. C'est tout autre chose. » Elle recula alors, découvrant peut-être dans ma voix quelque chose que je découvrais moi-même pour la première fois. Le soir venu, ils avaient disparu. Tous, y compris Théo, dont les larmes confuses, tandis qu'Alexandre le portait jusqu'à la voiture, brisèrent quelque chose en moi que l'affaire elle-même n'avait pas touché. Il avait 5 ans, innocent des trahisons d'adultes qui venaient de détruire son monde, et le voir disparaître sur la banquette arrière fut mon premier véritable aperçu des dommages collatéraux qui allaient suivre. La maison s'installa dans un silence que je n'avais pas connu depuis des décennies. Chaque pièce résonnait différemment, sans les bruits de la vie de famille. Pas de dessins animés à la télévision, pas de disputes à propos des devoirs, pas d'appels professionnels du bureau de Michel. J'ai traversé des pièces décorées selon les besoins des autres et j'ai constaté, pour la première fois, à quel point je m'étais complètement évanoui dans le rôle d'acteur secondaire de ma propre vie. Ce premier soir, seul, j'étais assise dans la cuisine avec une bouteille de Bourgogne que Michel avait gardée pour une occasion spéciale. Je l'ai ouverte avec un tire-bouchon qui avait été un cadeau de mariage, je l'ai versé dans les verres en cristal que nous avions hérités de ma mère et j'ai trinqué à la pièce vide. À la reconstruction, ai-je dit à voix haute, et le son de ma propre voix dans le silence était à la fois étrange et étrangement réconfortant. Les semaines qui ont suivi se sont brouillées dans un brouillard de formalités administratives et d'archéologie émotionnelle. J'ai contacté Marie-Claude, ma plus vieille amie et l'une des avocates spécialisées en divorce les plus redoutées de Lyon. Elle est arrivée 3 jours plus tard avec une mallette, une bouteille de champagne et cette fureur vertueuse qui caractérise une excellente représentation juridique. 45 ans, et il fait ça? Elle s'est installée dans ma cuisine comme si elle se préparait à la guerre. On va le démanteler, pièce par pièce, avec la loi comme scalpel. Marie-Claude avait toujours été la femme la plus acharnée de notre amitié, la femme qui avait choisi la carrière plutôt que le mariage et qui avait passé 3 décennies à prouver la justesse de ce choix devant les tribunaux de toute la France. En la voyant de l'autre côté de la table de ma cuisine, entourée de documents juridiques et brûlant d'indignation pour moi, je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir l'épouse, la mère, la gardienne de l'ordre domestique. « Je veux la maison », lui ai-je dit. « Je veux que ma retraite soit protégée. Et je veux un droit de visite avec Théo qui ne puisse pas servir de levier contre moi. » Elle sourit avec la satisfaction prédatrice d'un requin flairant le sang. Considérez cela comme acquis. Mais les victoires juridiques, j'ai appris, sont un maigre réconfort face à la solitude particulière de découvrir que toute sa vie d'adulte a été bâtie sur des mensonges. La maison semblait immense et incroyablement silencieuse. Je me suis surprise à parler aux plantes, juste pour entendre une voix qui ne résonnait pas sur les murs vides. 2 semaines après le début de ma nouvelle vie de demanderesse en divorce, la sonnette a retenti. Théo se tenait sur le pas de ma porte, un dessin serré dans son petit poing, les yeux rouges mais déterminés. Derrière lui, Alexandre planait comme un homme s'approchant d'un animal dangereux. « Grand-mère » dit Théo en brandissant son œuvre. « J'ai dessiné notre maison. Tu vois ? Voilà ton jardin, et voilà l'arbre où tu as accroché ma balançoire. » Le dessin était réalisé avec les lignes franches et imparfaites de l'enfance, une maison avec des fenêtres comme des yeux,
une porte comme un sourire, des fleurs qui ressemblaient à des explosions de joie colorée. Dans un coin, il avait dessiné 2 bonhommes allumettes, intitulés « Grand-mère » et « Théo », se tenant la main sous un soleil jaune. Je m'agenouillai à sa hauteur, cette petite personne qui n'était pas responsable des échecs des adultes qui avaient brisé notre structure familiale, et sentis quelque chose se fendre dans ma poitrine. « Veux-tu venir prendre le goûter avec grand-mère » demandai-je, utilisant le mot pour désigner le goûter qui était notre rituel depuis 5 ans. Alexandre commença à parler, mais je le fis taire d'un regard qui s'était renforcé au fil des semaines de solitude et de consultations juridiques. « 1 heure, lui dis-je. Tu peux attendre dans la voiture. » Cet après-midi-là, tandis que Théo dévorait les madeleines que j'avais préparées le matin et bavardait sur sa nouvelle école, je commençais à comprendre la différence entre justice et vengeance. La justice consisterait à protéger cet enfant innocent des conséquences des trahisons des adultes. La vengeance consisterait à l'utiliser comme une arme contre ceux qui m'avaient blessé. J'ai choisi la justice. Au cours des mois suivants, tandis que Marie-Claude démontait systématiquement l'idée que Michel pouvait me laisser tomber sans conséquence, j'entamais le travail plus complexe de ma reconstruction. La femme qui s'était définie par le service aux autres avait besoin de redécouvrir qui elle pouvait être lorsqu'elle était laissée seule avec ses propres désirs et ambitions. Je me suis inscrite à un cours d'art que j'envisageais depuis des années, mais que je n'avais jamais poursuivi, car il fallait préparer le dîner et gérer les emplois du temps. J'ai découvert que mes mains, qui avaient passé des décennies à organiser la vie des autres, avaient une étonnante facilité à agencer la couleur et la lumière sur la toile. J'ai commencé à voyager de courts séjours au début, des week-ends dans des musées parisiens ou des chambres d'hôtes à la campagne dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais suggéré, Michel préférant les routines familières. Chaque voyage était un exercice de prise de décision basé uniquement sur mes propres préférences, une compétence que j'avais apparemment oubliée au fil des décennies de compromis collaboratifs. Les procédures judiciaires se poursuivaient avec l'efficacité inexorable de la bureaucratie française, guidée par un plaidoyer habile. La tentative de Michel de me dépeindre comme une femme déraisonnable s'accrochant à ses droits de propriété s'est effondrée lorsque Marie-Claude a présenté les preuves de son infidélité financière, en plus de sa trahison affective. Des comptes professionnels dont j'ignorais l'existence, des investissements réalisés à mon insu, de l'argent qui aurait dû être commun, caché dans des structures conçues pour lui seul. Mais la véritable victoire est venue 6 mois plus tard, lorsque Céline s'est présentée seule à ma porte, les yeux creux et désespérés. Michel l'avait abandonnée, m'a-t-elle confié à travers des larmes qui semblaient sincères. L'excitation de leur romance secrète s'était transformée en réalité banale de la construction d'une relation, et il avait découvert qu'une femme de 35 ans avait des attentes et des exigences énergétiques que son ego de 72 ans ne pouvait soutenir. Alexandre buvait beaucoup, a-t-elle poursuivi, perdu dans la culpabilité et l'alcool, conscient d'avoir troqué sa relation avec sa mère contre une sécurité financière qui s'était de toute façon évaporée lorsque l'entreprise de Michel a commencé à faire faillite sans les compétences organisationnelles que je lui avais fournies gratuitement pendant des décennies. « Je sais que tu n'as aucune raison de m'aider, » dit-elle, debout sur le seuil de la maison qu'elle avait contribué à détruire. « Mais Théo a besoin de stabilité, et je ne sais plus où donner de la tête. » J'ai regardé cette femme qui avait été le catalyseur de la destruction de mon mariage et j'ai vu quelque chose d'inattendu, une autre victime de l'incapacité fondamentale de Michel à envisager les conséquences au-delà de sa propre satisfaction immédiate. « Entre » ai-je dit, et par ces 2 mots, j'ai choisi la reconstruction plutôt que la destruction pour la 2e fois. Les mois qui ont suivi ont été une négociation délicate de nouvelles structures familiales. Céline a emménagé dans la chambre d'amis avec Théo, non pas comme ma belle-fille rentrant à la maison, mais comme la mère de mon petit-fils qui avait besoin de soutien pour construire une vie indépendante. Alexandre est resté dans son appartement de l'autre côté de la ville, lui rendant visite le dimanche avec l'attitude prudente de quelqu'un qui se réconcilie, conversation après conversation. Nous avons établi de nouvelles règles, de nouvelles limites, de nouvelles relations qui reconnaissaient la destruction de notre ancienne dynamique tout en créant un espace pour l'épanouissement de quelque chose de plus sain. Céline a trouvé du travail dans une boutique locale. J'ai continué mes cours d'art et mes voyages. Théo s'est adapté à sa nouvelle normalité avec la résilience que les enfants parviennent tant bien que mal à trouver après le chaos des adultes. La lettre est arrivée un jeudi,
18 mois après ce mardi matin dévastateur qui avait marqué le début de ma résurrection. Michel était mourant. Cancer du pancréas, agressif et avancé. Son avocat écrivait en son nom, trop fier pour me contacter directement, mais trop effrayé pour mourir sans faire amende honorable. La lettre était formelle, professionnelle, une ultime négociation de la part d'un homme qui avait passé sa vie à traiter les relations comme des transactions. Il léguait ses biens restants à Théo, en fiducie jusqu'à ses 25 ans. Il reconnaissait ses échecs et demandait un pardon qu'il n'était pas en droit d'attendre. J'ai lu la lettre 2 fois, assis dans le jardin où j'avais accroché la balançoire de Théo, le regardant jouer avec une confiance revenue progressivement au fil des mois de routine stable. La colère que je m'attendais à ressentir avait disparu, remplacée par quelque chose de plus proche de la pitié pour un homme qui avait misé 45 ans de partenariat pour 2 ans d'excitation et qui mourait en connaissant le véritable prix de cet échange. J'ai répondu, non pas à Michel, mais à son avocat, acceptant la fiducie et déclinant la demande d'un dernier rendez-vous. Certaines portes, une fois fermées, servent mieux tout le monde en restant closes. Les funérailles furent modestes, auxquelles assistèrent des associés et des parents éloignés qui se souvenaient de Michel tel qu'il était des décennies plus tôt, avant que l'âge et l'ego ne se combinent pour le rendre destructeur. Je n'y suis pas allé, mais j'ai envoyé des fleurs avec une carte sur laquelle était écrit simplement « Pour l'homme que tu étais ». Ce soir-là, alors que je préparais le dîner pour Céline, Théo et Alexandre qui avaient peu à peu retrouvé des repas familiaux réguliers grâce à une sobriété constante et à de sincères remords, j'ai réalisé que la femme trahie 18 mois plus tôt n'existait plus. La nouvelle femme qui avait pris sa place avait 71 ans et apprenait encore qui elle pourrait devenir. Elle voyageait seule et appréciait sa compagnie. Elle peignait des paysages vendus dans une petite galerie près du Rhône. Elle était bénévole dans un programme d'alphabétisation pour immigrés et apprenait l'arabe conversationnel avec ses élèves. Elle avait même, à la surprise générale, y compris la sienne, commencé à fréquenter quelqu'un. Philippe avait 73 ans, un veuf qui enseignait le piano et la faisait rire d'une manière qu'elle avait oubliée. Leur relation évoluait au rythme de ceux qui comprenaient que le temps était précieux et que les drames étaient facultatifs. La femme que j'étais devenue aimait toujours sa famille, mais par force plutôt que par besoin. Elle offrait son soutien plutôt que d'exiger une validation. Elle participait à leur vie comme quelqu'un qui choisissait d'être présent plutôt que comme quelqu'un qui n'avait nulle part où aller. Debout dans ma cuisine ce soir-là, observant 3 générations d'amour compliqué partager un repas que j'avais préparé par envie plutôt que par attente, j'ai compris que la reconstruction ne consistait pas à revenir à ce qui avait été brisé. Il s'agissait de construire quelque chose d'entièrement nouveau à partir de matériaux éprouvés par la destruction et qui en sont ressortis renforcés. Théo leva les yeux de son assiette et me sourit avec la confiance inconsciente d'un enfant qui se sait aimer sans condition. « Grand-mère, tu m'aideras pour mon projet artistique demain. »« Bien sûr, mon chéri, » répondis-je, et dans ce simple échange, j'entendis le son d'une nouvelle histoire qui commençait, une histoire où je n'étais pas seulement le personnage secondaire dans les récits des autres, mais l'auteur de mon propre et remarquable 2e acte. Ils pensaient savoir qui j'étais lorsqu'ils entrèrent dans ma chambre ce mardi matin et me trouvèrent avec des pilules éparpillées sur le sol comme de petites révélations blanches. Ils ont vu une femme qu'on pouvait rejeter, dont les contributions étaient tenues pour acquises, dont le silence pouvait être acheté à prix d'argent par les obligations familiales et les attentes sociales. À la fin de cette histoire, ils ont compris à quel point ils avaient tort. J'ai 71 ans, et ce n'est que le début.